On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais Valérie ne voulait pas de vengeance, elle voulait justice. Lorsque Nicolas lui a remis les papiers du divorce, il a ri et a dit à ses avocats qu'elle ne valait rien sans son nom de famille. Il a gardé le pantouse, les actions et l'orgueil, la laissant avec une maison en ruine et le cœur brisé. Il pensait l'avoir effacée de sa vie, mais il avait oublié une chose. Avant d'être son épouse, elle était une personne complètement différente. Et lorsque, 3 ans plus tard, il s'est lancé dans la plus grande fusion de sa vie, il n'a pas seulement perdu un contrat, il a perdu le souffle, car le nom qui figurait sur le contrat et qui a glacé toute la salle n'était pas celui d'un inconnu, c'était le sien. L'air de la salle de conférence du 44e étage de la Tour First à la Défense était si froid qu'il en semblait stérile, dépourvu de toute chaleur ou humanité. Cela sentait la cire au citron et le cuir hors de prix, l'odeur de l'argent. Dehors, l'horizon gris de Paris pleurait sa pluie contre le sol de verre, mais à l'intérieur, Nicolas Sterling était rayonnant. Il ajusta les manchettes de son costume Tom Ford fait sur mesure. Il jeta un coup d'œil subtil à la Rolex Daytona à son poignet. Il regarda la femme assise de l'autre côté de la large table en acajou. Valérie semblait petite. C'est la première chose que pensa Nicolas. Après 12 ans de mariage, elle semblait incroyablement petite. Elle portait un cardigan beige qui avait connu des jours meilleurs et aucun bijou, les mains posées tranquillement sur ses genoux. Elle ressemblait à une institutrice remplaçante attendant une réprimande, pas à l'épouse de l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus agressifs de la bourse de Paris. « Finissons en, Valérie, dit Nicolas d'une voix douce, sans la moindre trace de regret. J'ai une réservation au Grand Véfour à 19h. Valérie ne leva pas les yeux, elle avait le regard fixé sur la pile de documents devant elle. La villa à Saint-Tropez ? Demanda-t-elle à voix basse. Nicolas laissa échapper un rire bref et aigu, regardant son avocat Pierre de Saint-Hubert, un homme au sourire de requin et au front luisant sous les lumières fluorescentes. La villa de Saint-Tropez est un bien acquis avec mes bonus, Valérie, dit Nicolas en se penchant vers l'avant. Selon le contrat de mariage que tu as signé, si je me souviens bien, tu as droit au bien que tu as apporté au mariage, qui, si ma mémoire est bonne, était une Citroën 2CV et une dette étudiante. Je t'ai entretenu pendant que tu finissais tes études de droit, Nicolas, dit Valérie. Sa voix ne trahissait aucune colère. Elle était fatiguée. J'ai fait des doubles services dans ce petit bistrot. J'ai payé tes frais pour l'examen du barreau et j'ai financé ton style de vie durant la dernière décennie, énuméra Nicolas en durcissant le ton. Les galas, les déjeuners caritatifs, les vêtements que tu as cessé de porter parce que tu préférais le confort. Nous sommes quittes. Pierre, l'avocat, fit glisser un stylo sur la table. C'était un Mont Blanc lourd et noir. Madame Sterling, ou je suppose que ce sera bientôt Mademoiselle Bennett. L'accord est assez généreux, compte tenu des circonstances. Nicolas vous offre la maison de campagne dans le Morvan, celle près du village isolé. Valérie leva enfin les yeux. Ses yeux étaient d'un vert pénétrant et inattendu. La maison du Morvan a des dommages structurels, Pierre. Le toit fuit. Elle est inhabitable en hiver. Elle a du charme, dit Nicolas en regardant à nouveau sa montre. Et elle est entièrement payée. Répare-la, vends-la, ça m'est égal, c'est à toi. Ça et une somme forfaitaire de 50 000 € pour t'aider à t'installer. 50 000 €, c'était ce que Nicolas dépensait en un week-end de golf à Biarritz. Et si je refuse de signer ? Demanda Valérie. Nicolas soupira. Le son d'un homme gérant une enfant gâtée. Alors nous irons au tribunal et je dépenserai jusqu'au dernier centime que j'ai, ce qui fait beaucoup, Valérie, pour m'assurer que les frais juridiques te ruinent. Tu te retrouveras sans rien, sans la maison de campagne, sans les 50 000 €, juste avec les vêtements que tu portes. Fais tes calculs. Tu as toujours été doué pour l'arithmétique. Il se moquait d'elle. Il faisait référence au fait qu'elle tenait ses comptes à leur début, lorsqu'ils opéraient depuis un petit studio à Saint-Denis, quand il l'appelait son « arme secrète ». Valérie regarda les papiers, le jugement de divorce, Sterling contre Sterling. Elle pensa à Manon. Manon avait 24 ans. Elle était stagiaire dans l'entreprise de Nicolas. Elle avait des jambes interminables et un rire qui sonnait comme des bulles de champagne. Nicolas n'avait même pas été subtil à ce sujet. Il voulait que Valérie l'apprenne. Il voulait améliorer sa vie, et Valérie, avec ses livres tranquilles,
son jardinage et son refus du botox, étaient une relique de son passé. Elle prit le stylo. Son poids lui parut froid dans la main. « Tu crois vraiment que c'est tout, Nicolas ?» murmura-t-elle. « Tu crois que tu peux te débarrasser des gens comme s'ils n'étaient que des tickets de caisse ?»« Je ne me débarrasse pas de toi, » dit Nicolas en se levant et en boutonnant sa veste. « Je te libère. Tu n'as jamais trouvé ta place dans ce monde, Valérie. Tu as toujours été simple. Maintenant, tu peux redevenir simple en paix. » Il regarda Pierre. Emballez ça. Valérie ne trembla pas, ne pleura pas, elle signa simplement de son nom. Valérie Bennett rendit les papiers. « Garde le stylo, » dit Nicolas en marchant vers la porte sans se retourner. « Considère-le comme un cadeau d'adieu. » Lorsque la lourde porte en verre se referma derrière lui, Valérie resta assise. Le silence revint dans la pièce. Pierre, l'avocat, rassembla les dossiers en la regardant avec un mélange de pitié et d'impatience. « Je vous enverrai l'acte de propriété du Morvan par la poste, » murmura Pierre. « Vous devriez probablement chercher un hôtel pour ce soir. » Nicolas. Eh bien, Nicolas veut les clés du Pantouse avant 17 h. Valérie se leva, lissa son cardigan beige. Pendant une seconde, son attitude de femme au foyer effacée s'évanouit, remplacée par quelque chose de rigide, quelque chose fait d'acier. Elle regarda la vue sur la ville, une ville construite par des hommes comme Nicolas. « Ne vous inquiétez pas pour l'acte, Pierre, » dit-elle en baissant sa voix d'une octave et en perdant sa douceur tremblante. « Envoyez-le à ma boîte postale et dites à Nicolas de profiter de son dîner. J'ai entendu dire que les oursins au Grand Véfour sont particulièrement délicieux à cette époque de l'année. » Elle sortit du bureau, ses talons marquant un rythme constant et cadencé contre le sol en marbre. Elle ne ressemblait pas à une femme qui venait de tout perdre. Elle ressemblait à une femme qui venait de vider l'échiquier pour une nouvelle partie. Mais Nicolas ne le vit pas ainsi. Il était déjà dans l'ascenseur en train d'envoyer un message à Manon. Fait. Elle est partie. Le champagne est au frais. Il n'avait aucune idée que la signature sur ce papier n'était pas une fin, c'était une mèche. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'officialisation du divorce et Nicolas Sterling volait plus près du soleil que jamais. Son entreprise, Sterling Capital, venait de publier des bénéfices trimestriels records. Il apparut en couverture des Échos avec le titre « La touche Midas, comment Nicolas Sterling transforme les actifs en difficulté en or ». Il avait le Pantouse de l'avenue Montaigne pour lui tout seul. Enfin, pour lui et Manon, qui avait rapidement rempli l'ancien dressing de Valérie avec du Louis Vuitton et du Prada. Nicolas se sentait plus léger. Valérie avait été un boulet, toujours préoccupée par l'éthique, la durabilité et le risque. Manon ne se souciait pas du risque, elle se souciait de la saison des galas et de savoir s'ils iraient en hélicoptère ou en limousine à Deauville. C'était un mardi de novembre lorsque l'assistant de Nicolas, un jeune homme nerveux nommé Léo, l'appela. « Monsieur Sterling, les dossiers d'acquisition pour l'accord avec Omnicorp sont prêts, mais il y a un petit contretemps. » Nicolas pivota dans son fauteuil et regarda vers la tour Eiffel au loin. « Je n'ai pas de contretemps, Léo. Je suis dans le business des solutions. » Qu'est-ce qu'il y a? L'actionnaire majoritaire d'Omnicorp, bégaya Léo, ils ne vont pas vendre. Aletheia Venture a bloqué notre offre publique d'achat hostile. Nicolas fronça les sourcils. Omnicorp était une entreprise de logistique technologique de taille moyenne. C'était la pièce manquante pour construire un monopole dans le secteur du transport maritime. Il avait passé des mois à manipuler le prix des actions pour les faire baisser, les laissant mûres pour la récolte. Qui est l'actionnaire? Aboya Nicolas. Je croyais que le conseil était fragmenté. Il l'était, dit Léo. Mais une société de portefeuille privé a acheté ce matin 51% des actions avec droit de vote. Une société écran appelée Aletheia Venture. Aletheia, se moqua Nicolas, vérité en grec? Quel nom prétentieux et ennuyeux. Trouve qui la dirige. Offre-leur 20% au-dessus de la valeur du marché. Tout le monde a un prix. Nicolas balaya l'affaire. Il avait un déjeuner d'affaires au Meurice avec un sénateur qu'il soudoyait, faisant pression pour obtenir une réglementation fiscale favorable. En sortant de son immeuble et en mettant ses lunettes de soleil, il vit une silhouette de l'autre côté de la rue. C'était Valérie. Elle sortait d'une bibliothèque publique avec une pile de livres. Elle portait un épais manteau de laine informe et une écharpe tricotée.
Elle semblait ordinaire, vaincue. Nicolas ressentit une vague de satisfaction vaniteuse. Il regarda la circulation, vit une ouverture et traversa la rue hors des clous, flanqué de ses 2 gardes du corps. Il voulait voir ça de près. Il voulait voir la pauvreté. Valérie, la plate et il. Elle se figea, se tourna lentement. Elle avait le visage pâle, sans maquillage. Elle serra les livres contre sa poitrine. « Je vois que tu t'instruis, » dit-il avec dédain en désignant la bibliothèque de la tête. « Comment va la cabane dans le Morvan ? Le toit s'est-il déjà effondré ? » « Le toit va bien, » dit-elle doucement. « Je m'en sors. »« Tu t'en sors ?» Il rit. « C'est sûr. Écoute, aujourd'hui je me sens généreux. Je viens de conclure une affaire qui me rapportera 8 chiffres. Si tu as besoin d'un peu plus pour le chauffage ou la nourriture du chat. » Il mit la main dans sa poche et sortit un billet de 100 €. C'était l'insulte ultime. Il le lui tendit comme on donnerait à un mendiant. Valérie regarda le billet, puis regarda son visage. Pendant un instant, Nicolas crut voir une étincelle d'amusement dans ses yeux, mais elle disparut si vite qu'il supposa que c'était un reflet des lumières de la rue. « Garde ton argent, Nicolas, dit-elle. Tu pourrais en avoir besoin. »« Je n'ai jamais besoin d'argent, Valérie. Je le gagne. C'est la différence entre nous. Tu consommes de l'espace. Je crée de la valeur. » Il fourra le billet dans la poche de son manteau. « Achète-toi un bon dîner, ou 10. » Il fit demi-tour et s'éloigna, se sentant comme un dieu. Il ne vit pas Valérie sortir le billet de sa poche. Il ne la vit pas s'approcher du sans-abri assis au coin de l'avenue, un vétéran nommé Gio, que tout le monde ignorait. « Tiens, Gio, » dit Valérie en lui remettant les 100 €. C'est tombé de l'homme en costume. « Que Dieu vous bénisse, madame, » dit Gio d'une voix rauque. « Vous êtes un ange. »« Je ne suis pas un ange, Gio. » Valérie sourit, et cette fois le sourire fut tranchant, prédateur. « Juste une comptable. » Elle sortit son téléphone, pas le vieil iPhone cassé qu'elle utilisait avec Nicolas, mais un élégant téléphone satellite crypté qu'elle gardait à l'intérieur de son manteau. Elle composa un numéro. « Mademoiselle Bennett », répondit une voix instantanément. C'était une voix masculine, nette, distinguée et déférente. « Bonjour, Jean », dit Valérie en transformant sa voix. La timidité avait disparu. La personnalité de rat de bibliothèque s'évapora. À sa place, il y avait une voix d'une autorité absolue. « Je viens de croiser la cible. Il soupçonne quelque chose ? Il pense qu'il est le roi du monde, » dit Valérie en arrêtant un taxi parisien. Il n'a aucune idée que le sol est déjà en train de se dérober. Quel est l'état de l'acquisition d'Omnicorp ? Nous avons sécurisé les 51% comme vous l'avez ordonné. L'équipe de Monsieur Sterling a envoyé une offre il y a 10 minutes, 20% au-dessus du marché. Rejetez-la, dit Valérie froidement en se glissant dans le taxi. Dites-leur qu'Aletheia Aventure n'est pas intéressée par l'argent. Dites-leur que nous voulons une réunion. Une réunion, mademoiselle ? Avec qui ? Elle s'éclaircit la gorge. Avec Nicolas Sterling, seul. Dites-lui que s'il veut Omnicorp, il doit présenter sa vision à la présidente d'Aletheia en personne. Vendredi soir, au gala du musée du Louvre. Il croit que le président est un milliardaire reclus de Zurich, fit remarquer Jean. Laisse-le croire ça, dit Valérie en regardant la ville défiler par la fenêtre. Je veux qu'il entre dans cette salle en se sentant invincible. Je veux qu'il amène sa maîtresse. Je veux que la presse soit là. Assure-toi que les Échos aient un siège au premier rang. Compris ? Et mademoiselle Bennett, votre robe pour le gala est arrivée de Milan, celle en velours émeraude. Bien. Valérie dit que Nicolas avait toujours détesté le vert. Il disait, s'éclaircissant la gorge, que ça ne lui allait pas. Elle raccrocha le téléphone. Nicolas pensait qu'elle luttait pour chauffer une cabane dans le Morvan. En réalité, elle n'y avait jamais dormi. La maison du Morvan hébergeait actuellement une famille de réfugiés qu'elle parrainait. Valérie vivait dans un immeuble en briques rouges discret mais luxueux, dirigeant Aletheia Aventure, une société de capital investissement qu'elle avait bâtie discrètement au cours des 10 dernières années, utilisant un petit héritage dont Nicolas ignorait tout, un héritage de sa grand-mère,
Une femme qui avait été l'une des premières femmes courtières à la Bourse de Paris dans les années 70. Nicolas avait été si occupé à s'écouter parler qu'il n'avait jamais demandé à Valérie ce qu'elle faisait sur son ordinateur portable durant ces longues nuits où il travaillait tard avec Manon. Il supposait qu'elle cherchait des recettes ou des modèles de tricot. Elle négociait. Et elle ne négociait pas seulement des actions, elle achetait la dette de ses concurrents, et maintenant, elle l'achetait, lui. Mais Nicolas avait raison sur une chose. Le divorce l'avait laissé sans rien. Il l'avait laissé sans rien à perdre. L'invitation arriva sur une carte épaisse de couleur crème, de celle qui coûte plus cher la feuille que ce que la plupart des gens dépensent en nourriture en une semaine. Les bords étaient dorés à leur fin et la typographie était une sérif élégante et sobre qui attirait l'attention. Vous êtes cordialement invité à une soirée exclusive au musée du Louvre organisée par Aletheia Venture sur l'avenir d'Omnicorp. Nicolas Sterling tint la carte entre le pouce et l'index et l'étudia comme s'il s'agissait d'une carte au trésor codé. Il était assis dans son bureau d'anglais, le soleil de l'après-midi projetait des ombres longues et dentelées sur le tapis persan. Aletheia, murmura-t-il en faisant rouler le mot dans sa bouche comme une bille. Cela sonnait étranger, prétentieux, exactement comme il aimait. C'est ce soir, Nicolas. La voix de Manon interrompit ses réflexions. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, prenant la pause légèrement. Elle prenait toujours la pause, Nicolas l'avait remarqué ces derniers temps, comme si une caméra invisible la filmait constamment. Elle portait une robe légère, quelque chose d'argenté et d'eau nue, qui moulait son corps comme une seconde peau. C'était beau, sans doute, mais cela manquait de substance. Je sais que c'est ce soir, lâcha Nicolas en jetant l'invitation sur son bureau. Le président veut me rencontrer avant que le gala ne commence. Une audience privée dans l'aile des antiquités égyptiennes. Tout un drame. Ces milliardaires européens adorent le théâtre. Je suis bien ? Demanda Manon en enroulant une mèche de cheveux blonds. Je trouvais que l'argenté était plus approprié pour une acquisition technologique que le rouge de Dior. Nicolas la regarda. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis 6 mois. Ses lèvres charnues et ses questions vides lui avaient semblé charmantes autrefois. Un répit rafraîchissant par rapport aux conversations intenses de Valérie sur la volatilité du marché ou la responsabilité morale. Maintenant, elle lui semblait juste épuisante. Il avait l'impression de s'occuper d'une poupée très chère. Tu es superbe, Manon. Essaie de ne pas trop parler ce soir. Le président est probablement âgé, conservateur et sérieux. Contente-toi de sourire et de boire du champagne. Le visage de Manon se fissura comme de la porcelaine parfaite. Tu n'es pas obligé d'être cruel. J'essaie juste de te soutenir. Soutenir, c'est être prêt à l'heure, grogna Nicolas en vérifiant ses emails. Nous partons dans 20 minutes. De l'autre côté de la ville, dans un immeuble dont Nicolas ignorait l'existence, l'ambiance était complètement différente. Pas de précipitation frénétique ni d'insécurité. Valérie se tenait au centre de son dressing. Les murs étaient couverts de livres, pas de chaussures. Une seule housse à vêtements était accrochée au crochet de la porte. Jean, son conseiller de confiance et bras droit, se tenait près de la fenêtre en consultant une tablette. La presse est informée, mademoiselle Bennett, dit Jean avec son accent calme et serein. Il pense que le président d'Aletheia va faire sa première apparition publique. Les rumeurs courent qu'il s'agit d'un magnate de la tech reclus ou peut-être d'un prince saoudien. Laisse courir les rumeurs, dit Valérie doucement. Elle chercha la fermeture éclair de la housse. La confusion est une arme puissante, Jean. Elle rend les gens négligents. Nicolas déteste la confusion. Il a besoin de tout étiqueter pour contrôler. Elle ouvrit la housse. À l'intérieur pendait la robe. Elle était en velours vert émeraude, une teinte intense et profonde qui semblait presque noire dans la pénombre. Elle avait un col haut et des manches longues, mais le dos était dangereusement décolleté. Ce n'était pas une robe pour une épouse trophée, c'était une robe pour une reine régente. Elle était majestueuse, imposante et indéniablement élégante. Valérie toucha le tissu. Nicolas lui avait interdit de s'habiller en vert. Ça te rend pâle, disait-il souvent. Limite-toi aux couleurs neutres. Sois invisible. Elle enleva son peignoir et enfila la robe. Elle lui allait parfaitement, faite sur mesure au millimètre près. Tandis qu'elle l'enfilait, elle sentit la transformation s'opérer en elle. La Valérie qui découpait des coupons de réduction et s'excusait d'occuper de l'espace avait disparu.
Elle s'assit devant sa coiffeuse. Elle n'appliqua pas le maquillage doux et presque imperceptible que Nicolas préférait. Elle peignit ses lèvres d'un rouge intense. Elle souligna ses yeux d'un trait marqué et allongé. Elle releva ses cheveux en un chignon architectural complexe et les fixa avec une broche en diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. Le seul bien qu'elle avait caché aux avocats de Nicolas. Elle se regarda dans le miroir. La femme qui lui renvoyait son regard n'était pas l'épouse qu'on avait jetée, c'était l'architecte de sa propre résurrection. La voiture attend, mademoiselle, dit Jean en regardant sa montre à gousset. Une Rolls-Royce fantôme, comme vous l'avez demandé, avec des vitres teintées. Valérie se leva, prit une petite pochette noire. À l'intérieur se trouvait un unique document, le contrat pour le transfert d'Omnicorp, prêt à signer. Dis-moi, Jean, dit Valérie en marchant vers l'escalier, la traîne de velours de sa robe effleurant doucement le sol. Crois-tu aux fantômes? Jean sourit avec une expression sèche et tenue. Je crois que certaines personnes sont hantées par leurs erreurs, mademoiselle Bennett. Ce soir, dit Valérie, ses yeux verts brillants, Nicolas Sterling va rencontrer son fantôme. Le musée du Louvre s'était transformé. Le grand hall sous la pyramide était baigné d'une lumière ambrée. D'immenses arrangements floraux d'orchidées blanches s'élevaient au-dessus des invités. L'air vibrait du murmure sourd du pouvoir, la fréquence spécifique des milliardaires, des sénateurs et des célébrités qui se mêlaient. Nicolas Sterling sortit de sa limousine et les flashs des paparazzis éclatèrent comme un orage. Il ajusta la veste de son smoking, affichant son sourire de requin caractéristique. Cela le faisait se sentir vivant. C'était son oxygène. Il posa une main sur le dos de Manon, la guidant vers l'entrée emblématique. Elle sourit aux caméras, appréciant l'attention, mais Nicolas scannait déjà la foule à la recherche de quelque chose d'utile. Il vit le PDG d'une grande banque et lui fit un bref signe de tête. Il ignora un jeune député qui avait perdu son influence. « Nicolas, mon cher, dit une voix. C'était Béatrice de Vandières, une matriarche de la haute société qui contrôlait la moitié des conseils caritatifs de la ville. Nicolas sourit et fit un pas en avant. « Béatrice, tu es radiante. » Béatrice lui tendit la joue, mais ne regarda pas Manon. Ses yeux se posèrent sur Nicolas. « J'ai entendu une rumeur, Nicolas, à propos d'Aletheia Venture. On dit qu'ils ont acheté la participation majoritaire dans cette entreprise de transport maritime qui t'intéressait tant. » Nicolas sourit les lèvres serrées. « C'est une négociation, Béatrice. Il n'y a rien de définitif. » Eh bien, Béatrice baissa la voix en s'inclinant derrière son éventail. « Fais attention. J'ai entendu dire que le directeur d'Aletheia est impitoyable. On dit que l'année dernière, il a ruiné une entreprise à Londres juste pour s'amuser. Je peux gérer la cruauté, dit Nicolas d'une voix débordante d'arrogance. Je l'ai inventé. Il regarda fixement Manon, lui serrant le bras un peu trop fort. Tu me fais mal, murmura-t-elle. Marche plus vite, dit-il. Nous avons une réunion. Je veux en finir avec ça pour pouvoir profiter de ma coupe. Ils traversèrent les galeries, passant devant des sarcophages anciens et des statues de pierre de rois oubliés. La foule se dispersa à mesure qu'ils approchaient de l'aile des antiquités égyptiennes. L'immense salle, entourée de murs de pierre et imprégnée d'histoire, était isolée par un cordon de velours. Un homme corpulent en costume noir avec une oreillette se tenait près du cordon. « Non » demanda le garde d'une voix grave. « Nicolas Sterling » répondit Nicolas en redressant ses manchettes. « Et mon accompagnatrice. J'ai rendez-vous avec le président. » Le garde consulta une liste sur une tablette. Il ne sembla pas impressionné, il décrocha simplement la corde. Le président vous attend sur le balcon nord, surplombant le grand sphinx. Vous devez monter seul. Elle vient avec moi, dit Nicolas en désignant Manon. L'invitation spécifiait que c'était vous seul, dit le garde en bloquant le passage à Manon. Ce n'est pas grave, Nicolas, dit Manon nerveusement. La taille de la salle et le silence l'intimidaient. J'attendrai au bar. De toute façon, j'ai besoin d'un cocktail. Nicolas leva les yeux au ciel. D'accord, donne-moi 10 minutes et ensuite nous célébrerons. Il passa devant le garde et ses pas résonnèrent sur le sol de pierre. L'aile égyptienne était éclairée par des lumières dramatiques qui projetaient des ombres longues et mystérieuses sur le grès. Mais Nicolas ne se souciait pas de l'art, il se souciait de l'influence.
Il marcha vers l'escalier qui menait au balcon privé. Il répéta son discours dans sa tête. Bénéfice mutuel. Synergie. J'ai l'infrastructure. Tu as les actions. Fusionnons. Il arriva en haut de l'escalier. Le balcon était vide, sauf pour une seule silhouette debout près de la balustrade, regardant vers le sphinx qui s'étendait en contrebas. La silhouette lui tournait le dos. C'était une femme. Nicolas s'arrêta. Il s'attendait à un vieil homme, un banquier suisse, un technicien en sweat à capuche. C'était une femme dans une robe en velours vert émeraude qui dessinait une silhouette qui lui semblait vaguement inquiétante et familière. Elle portait ses cheveux relevés en un chignon élaboré. Le parfum qui flottait dans l'air n'était pas de l'eau de Cologne, c'était un mélange subtil de jasmin et de pluie. « Excusez-moi, » dit Nicolas, sa voix résonnant légèrement dans le vaste espace. « Je cherche le président d'Aletheia Aventure. » La femme ne se retourna pas, elle resta complètement immobile, la main appuyée sur la balustrade de pierre. « Vous avez trouvé la présidente, » dit-elle. La voix frappa Nicolas comme un coup de poing dans la poitrine. Elle était plus grave, plus rauque, plus froide que dans ses souvenirs. Mais la cadence. La cadence était inconfondable. Il cessa de marcher, le souffle coupé. Son cerveau tenta frénétiquement de rejeter l'information qu'il recevait. Impossible. Elle est dans le Morvan. Elle est pauvre. Elle n'est personne. Excusez-moi, balbutia Nicolas, sa confiance s'échappant comme l'air d'un pneu crevé. Je crois qu'il y a une erreur. Je suis venu rencontrer un investisseur sérieux, pas qui que vous soyez. Il n'y a aucune erreur, Nicolas, dit la femme. Lentement, délibérément, elle se retourna. Le mouvement fut élégant, effroyablement contrôlé. Le velours émeraude reflétait la lumière. La broche en diamant dans ses cheveux brillait, et puis il y avait le visage. C'était Valérie, mais ce n'était pas la Valérie qu'il connaissait. La Valérie qu'il connaissait baissait les yeux quand elle parlait. La Valérie qu'il connaissait portait des cardigans beiges et s'inquiétait de la facture d'électricité. La Valérie qu'il connaissait avait des yeux doux et suppliants. Cette femme avait des yeux de silex. Elle portait le menton haut. Ses lèvres rouges esquissaient un sourire qui ne transmettait aucune chaleur et qui était infiniment dangereux. Nicolas sentit ses genoux se bloquer. La pièce semblait s'incliner. Le grand silence du musée ressembla soudain à un vide qui aspirait l'oxygène de ses poumons. « Valérie » murmura-t-il. Le mot sortit comme une question faible et pathétique. « Bonjour, Nicolas, dit-elle. » Elle ne bougea pas vers lui. Elle se tint ferme comme une reine sur son échiquier. « Tu es en retard. Je t'attendais il y a 3 minutes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Nicolas laissa échapper un rire nerveux et aigu. « Tu t'es incrusté à la fête ? Tu as trouvé un travail ici au service traiteur ? Valérie, tu ne peux pas être ici. La sécurité va te virer. Cette zone est réservée aux propriétaires d'Aletheia. »« Je sais, » dit Valérie en faisant un pas vers l'avant, le talon de ses chaussures claquant sèchement. « C'est moi qui ai autorisé la réservation. »« Ça suffit. » aboya Nicolas, le visage rouge. « Arrête ce jeu, c'est embarrassant. Tu te ridiculises. Écoute, je ne sais pas avec qui tu as couché pour obtenir cette robe, mais tu dois partir avant que mes associés n'arrivent. »« Tes associés ne viendront pas, Nicolas, » dit Valérie calmement. Elle mit la main dans sa pochette et sortit une carte de visite. Elle était lourde, noire, avec des lettres dorées. Elle la lui lança d'un geste sec. Elle vola dans l'air et atterrit à ses pieds. Nicolas baissa les yeux. Aletheia Aventure, Valérie Bennett, fondatrice et présidente. Il fixa la carte. Il la regarda à nouveau. Les points refusaient de se connecter, car les connecter signifiait que toute sa réalité était un mensonge. Toi. Balbutia Nicolas, tu n'as pas d'argent. J'ai vérifié. Je ne t'ai rien laissé. Tu m'as supplié de te laisser la maison de campagne. Je ne t'ai pas supplié de me laisser la maison de campagne, Nicolas, corrigea Valérie d'une voix froide et douce comme de l'azote liquide. J'ai exigé ce qui était à moi, tout comme j'ai exigé de reprendre mon nom de jeune fille. Et quant à l'argent, tu as raison. Valérie Sterling n'avait rien,
mais Valérie Bennett a été très occupée. Elle s'approcha d'une petite table sur le balcon où une bouteille de cristal rafraîchissait. Elle se servit une coupe en l'ignorant. Tu étais toujours si occupé à te regarder dans le miroir, Nicolas, que tu n'as jamais regardé les livres de comptes, dit-elle en buvant une gorgée. Tu n'as jamais demandé d'où provenait réellement ton capital initial il y a 12 ans, n'est-ce pas? Tu pensais que c'était grâce à ton charme. C'était la fiducie de ma grand-mère. C'est un mensonge, cracha Nicolas. Et tu n'as jamais demandé qui achetait les créances douteuses que tu liquidais l'année dernière. Valérie continua de le transpercer du regard. Tu te croyais un génie pour assainir ton bilan. En réalité, tu me vendais ton influence. Je suis propriétaire de ta dette, Nicolas. Je suis propriétaire de tes prêts et depuis ce matin, je suis propriétaire de 51% d'Omnicorp. Nicolas sentit son sang se glacer. Il s'agrippa au dossier d'une chaise pour rester debout. L'arrogance avait disparu, remplacée par une horreur froide et glaçante. Tu es l'obstacle. Je suis le mur contre lequel tu t'es écrasé, dit Valérie. Et je suis la glace qui est sur le point de geler ton accord. En dessous d'eux, dans le grand hall, le brouhaha de la fête continuait, ignorant tout du drame. Mais là-haut, sur le balcon, à l'ombre des statues antiques, Nicolas Sterling voyait sa vie s'effondrer. Pourquoi? Murmura-t-il. Pourquoi t'es-tu lancé dans tout ça? Si tu avais de l'argent, pourquoi as-tu laissé faire quand je t'ai humilié lors du divorce? Pourquoi as-tu gardé cette vieille 2CV déglinguée? Valérie posa sa coupe sur la table. Elle s'approcha suffisamment de lui pour qu'il puisse voir l'éclat doré dans ses yeux verts. Elle le regarda avec un mélange de pitié et de mépris. Parce que, Nicolas, dit-elle doucement, je voulais voir qui tu étais vraiment quand tu pensais que personne ne t'observait. Je voulais voir s'il te restait une once d'humanité. Elle marqua une pause, laissant le silence s'étirer. Je n'ai rien trouvé, dit-elle. Alors maintenant, je vais te laisser exactement avec ça. Le son des applaudissements éclata à l'étage inférieur. Quelqu'un portait un toast, mais Nicolas ne l'entendit pas. La seule chose qu'il entendait était le battement de son propre cœur et le bruit du piège qui se refermait. Le silence sur le balcon était plus lourd que les piliers de pierre qui soutenaient le plafond. En bas, le gala battait son plein, une mer de cravates noires et de soie de créateur, des rires qui sonnaient comme du verre brisé et le tintement de la cristallerie. Mais ici, dans les ombres de l'aile égyptienne, le temps semblait s'être arrêté. Nicolas Sterling s'agrippa à la balustrade jusqu'à ce que ses jointures deviennent de la couleur de vieux os. Il regarda la carte de visite qui gisait à ses pieds. Aletheia Venture. Il regarda à nouveau Valérie. Elle buvait du champagne, sa silhouette se découpant contre le mur de verre illuminé qui donnait sur l'obscurité des Tuileries. Elle ne ressemblait pas à une ex-femme, elle ressemblait à un bourreau qui avait déjà aiguisé sa lame et attendait maintenant que le condamné cesse de pleurer. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Nicolas, la voix tremblante d'un mélange de rage et d'incrédulité. Il fit un pas vers elle, poussé par son instinct d'intimider. C'était un réflexe qui l'avait bien servi dans les salles de conseil pendant 20 ans. « Tu crois que tu peux te déguiser et me faire peur? J'ai construit Sterling Capital à partir de rien. J'ai des avocats qui mangent des gens comme toi au petit déjeuner. » Valérie tourna la tête lentement. Le mouvement fut si méprisant qu'il sembla être une gifle. « Tes avocats? » demanda-t-elle d'une voix basse et amusée. « Tu parles de Pierre? Pierre est en train de renégocier son propre contrat. Il semblait très anxieux d'éviter d'être radié pour les comptes cachés dans les paradis fiscaux que tu lui as fait ouvrir aux îles Caïmans. C'est incroyable ce que les gens confessent quand l'autorité des marchés financiers commence à poser les bonnes questions. » Nicolas se figea. Le sang quitta son visage si vite qu'il se sentit pris de vertige. « Tu as parlé à l'AMF? » « Je n'ai pas eu à le faire, » dit Valérie en s'approchant de la balustrade et en regardant la fête en bas. « J'ai simplement acheté la banque qui détenait l'hypothèque de la maison de plage de Pierre. Nous avons eu une discussion agréable sur la gestion des risques. Il a décidé que te protéger était une responsabilité qu'il ne pouvait plus se permettre. » Nicolas sentit les murs se refermer sur lui. L'air du vaste musée lui paraissait rare, insuffisant. Il ajusta son nœud papillon. « Valérie, écoute, respirons un grand coup. » Il essaya de sourire. C'était une grimace épouvantable, un rictus de panique. Il changea de tactique.
Si l'intimidation ne fonctionnait pas, il utiliserait le charme. Il utiliserait l'histoire qu'il partageait. Regarde-nous, dit-il en tendant les mains. Nous battre comme ça. C'est ridicule. Nous avons été partenaires autrefois. Tu te souviens du studio à Saint-Denis? Les longues nuits. Je sais que j'ai été dur pendant le divorce. J'étais sous beaucoup de pression, mais nous avons construit quelque chose ensemble. Nous pouvons le refaire. Il fit un pas de plus, baissant la voix en un murmure séducteur. Tu as le capital, j'ai l'expérience. Pense-y, Valérie. Omnicorp, nous pourrions la diriger ensemble, toi et moi, comme au bon vieux temps, mais en mieux. Nous serions invincibles. Valérie le regarda. Pendant un moment, son expression s'adoucit. Nicolas sentit une vague d'espoir. Il le savait. Elle était toujours la même femme au cœur tendre qui lui préparait de la soupe quand il avait la grippe. Elle l'aimait toujours. Tout cela n'était qu'un appel à l'attention. Partenaire, répéta Valérie doucement. Oui, insista Nicolas en envahissant son espace personnel. Partenaire. Je peux me débarrasser de Manon. Elle est une distraction, une aventure, elle ne signifie rien. C'est toi qui me connais, Valérie. C'est toi qui compte. Valérie sourit. C'était un sourire magnifique, et puis elle rit. Ce n'était pas un rire amer, c'était un son sec et creux, dépourvu de tout humour. Tu es un véritable cliché, Nicolas, dit-elle, ses yeux se transformant en glace. Tu crois que tu peux réécrire l'histoire parce que tu as peur de l'avenir? Mais tu oublies une chose, dit-elle en posant sa coupe de champagne sur le rebord en pierre avec un tintement sec. Je n'ai pas construit Sterling Capital avec toi, dit-elle, la voix durcie comme de l'acier. Je l'ai construite pour toi. J'ai fait l'audit judiciaire qui t'a sauvé du contrôle fiscal en 2015. J'ai écrit les algorithmes de risque dont tu t'es attribué le mérite en 2018. J'étais les fondations, et quand tu as démoli la maison pour construire une garçonnière, tu as oublié que les fondations possèdent le terrain. Elle mit la main dans sa pochette et sortit un document plié. Ce n'est pas une offre de fusion, Nicolas, dit-elle en le lui montrant. C'est une mise en demeure. Nicolas prit le papier. Ses mains tremblaient tellement que le papier vibrait. Il jeta un coup d'œil au jargon juridique. Achat d'obligations de dette, Sterling Capital, clause de défaut, remboursement immédiat. Tu as acheté mes prêts, murmura-t-il. Les crédits relais pour l'expansion technologique, les lignes de liquidité. Tous, confirma Valérie. 300 millions d'euros de dettes à taux élevés. Et comme tu as violé les accords en utilisant tes actifs personnels pour acheter ce pantouse que tu aimes tant, je vais exiger le paiement des billets à ordre ce soir. Je n'ai pas 300 millions en liquide. Cria Nicolas, la voix brisée. Ma liquidité est engagée dans l'offre d'Omnicorp. Si tu exiges le paiement de cette dette, je serai insolvable, je perdrai tout. L'entreprise, le pantouse, ma réputation. Oui, dit simplement Valérie. C'est une question de mathématiques. Pourquoi? Nicolas lui saisit le bras. Pourquoi fais-tu ça? C'est pour les 50 000 euros? Je te les rendrai. Je te donnerai 5 millions. 10. Valérie regarda la main de l'homme sur son bras. Elle ne se recula pas. Elle se contenta de la fixer jusqu'à ce qu'il la lâche, terrorisée par la froideur qu'elle irradiait. Il ne s'agit pas d'argent, Nicolas, ça ne l'a jamais été. Il s'agit du bilan comptable. Elle fit un pas en arrière, lissant le velours de sa robe. Tu as traité les gens comme des actifs à acquérir et des passifs à écarter, dit-elle. Tu m'as écarté parce que tu pensais que je m'étais déprécié. Tu pensais que je n'avais plus aucune valeur, mais tu as oublié la règle la plus basique de l'investissement. Les résultats passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs. Elle regarda sa montre, une pièce svelte en platine qui coûtait plus cher que la voiture de Nicolas. La présentation de gala commence dans 5 minutes. Je suis l'oratrice principale. J'ai une annonce à faire sur l'avenir d'Aletheia Venture et de sa nouvelle filiale, Sterling Capital. Non, Alta Nicolas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas annoncer une OPA hostile lors d'un gala de charité. C'est un suicide. Ce n'est pas une OPA hostile, dit Valérie en marchant vers l'escalier. C'est une saisie.
Elle s'arrêta en haut des marches et se retourna pour le regarder. Il semblait petit, brisé, un homme dans un smoking qui soudainement lui allait trop grand. Tu as deux choix, Nicolas. Tu peux rester ici dans le noir et te cacher, ou tu peux descendre, sourire aux caméras et regarder comment je gèle la salle. Si tu descends, peut-être que je te laisserai garder la villa de Deauville pour le bon vieux temps. Elle n'attendit pas de réponse. Elle descendit l'escalier, sa robe émeraude flottant derrière elle comme de l'eau sombre. Nicolas resta seul sur le balcon avec le son de son propre pouls assourdissant dans les oreilles. Il regarda l'appel de dette dans sa main. Il regarda le sol de pierre en contrebas. Il redressa sa cravate. Il était Nicolas Sterling. Il ne se cacherait pas. Il descendrait et trouverait le moyen de retourner la situation. Il le faisait toujours. Il prit une profonde inspiration, ravala sa peur et la suivit vers la lumière. Le grand hall du Louvre était un kaléidoscope de flashs et de diamants. L'air était imprégné du parfum de fragrances coûteuses et du murmure de 1000 conversations discrètes. Manon attendait au pied de l'escalier. Elle avait bu 2 martinis en l'absence de Nicolas et s'impatientait. Quand elle le vit descendre, elle s'anima et posa pour un photographe proche, mais alors elle vit son visage. Nicolas semblait avoir vu un fantôme. Il avait la peau grisâtre et une pellicule de sueur luisait sur son front malgré l'air frais. Ses yeux scrutaient frénétiquement autour de lui. « Nicolas ?» demanda Manon en faisant un pas en avant et en lui prenant le bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as très mauvaise mine. La présentation n'a pas plu au président ? » Nicolas ne la regarda pas. Il regarda au-delà d'elle, suivant du regard une silhouette vêtue de vert émeraude qui se déplaçait dans la foule comme un requin séparant un banc de poissons. « Tais-toi, Manon, » murmura Nicolas. « Pardon ?» Manon recula en rougissant. « Je suis ici depuis 20 minutes pendant que toi. » J'ai dit, tais-toi. Cria Nicolas si fort que quelques personnes proches se retournèrent pour regarder. Béatrice de Vandières leva un sourcil derrière sa coupe de champagne. Manon ferma la bouche brusquement. Les larmes lui piquaient les yeux, mais Nicolas s'était déjà mis en marche, l'entraînant avec lui. Il suivait la robe verte. Il devait l'arrêter. Il devait lui parler avant qu'elle n'atteigne le micro. La salle commença à se taire. Les lumières s'atténuèrent, se concentrant sur un podium surélevé. Le directeur du musée, un homme grand aux cheveux argentés, s'approcha du micro. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix tonitruante qui résonna dans le vaste hall. « Distingués invités, ce soir nous avons l'honneur de célébrer la plus grande donation individuelle de l'histoire du musée du Louvre. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Nicolas se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les regards réprobateurs des personnes qu'il bousculait. Cette donation, continua le directeur, provient d'une entreprise qui est rapidement devenue un titan de l'investissement éthique, Aletheia Venture. De nouveaux applaudissements. On entendit des chuchotements. Qui est-ce ? Qui dirige Aletheia ? Et la voici pour présenter sa vision de l'avenir. Le directeur désigna un côté de la scène. Veuillez accueillir la présidente d'Aletheia Venture, Madame Valérie Bennett. Le nom flotta dans l'air pendant une fraction de seconde avant que les applaudissements ne commencent. Nicolas se figea. Il était à 3 mètres de la scène. Manon, qui était à ses côtés, fronça les sourcils. Valérie Bennett ? Ce n'est pas le nom de jeune fille de ton ex-femme ? Nicolas ne répondit pas. Il ne pouvait plus respirer. Valérie monta sur scène. Si sur le balcon elle avait paru majestueuse, elle semblait maintenant impériale. Les lumières de la scène illuminaient le velours émeraude, la faisant briller. Elle se tenait droite, avec une posture parfaite, le visage serein et effroyablement sûr d'elle. Elle regarda la mer de visage d'homme qu'il avait ignoré lors de soirées pendant des années, visage de femme qui avait critiqué ses vêtements négligés. Elle ajusta le micro, ne sourit pas. « Bonsoir », dit-elle. Sa voix était claire, calme et exigeait un silence absolu. Pendant un long moment, Valérie commença à parler, son regard parcourant le premier rang, s'arrêtant brièvement sur le PDG de la grande banque puis sur le maire. Je croyais que la valeur était quelque chose qu'il fallait crier pour prouver. Je pensais que le pouvoir avait à voir avec le bruit, avec l'agressivité. Elle marqua une pause. La salle était dans un silence sépulcral. Mais j'ai appris que le véritable pouvoir est silencieux,
continua-t-elle. C'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. C'est la patience d'attendre jusqu'à ce que les pièces s'emboîtent. Nicolas avait l'impression de se noyer. Il vit les journalistes dans la zone de presse écrire frénétiquement. Qui est-elle? C'est l'ex de Sterling. Ce soir, dit Valérie. Aletheia Venture annonce l'acquisition d'Omnicorp. Un murmure parcourut la salle. C'était l'accord de la décennie. Cependant, Valérie leva la main, réduisant les murmures au silence. Nous ne l'acquérons pas seulement pour le profit. Nous l'acquérons pour la restructurer, pour démanteler la dette toxique qui a infesté le secteur. Elle regarda directement l'endroit où se trouvait Nicolas. Le projecteur sembla suivre son regard et pendant un moment terrifiant, Nicolas se sentit exposé, nu devant l'élite de Paris. À cette fin, dit Valérie en baissant sa voix d'une octave, qui devint intime et létale. Aletheia Venture a également acquis les obligations de dette impayée de Sterling Capital. La salle explosa. Cette fois, ce ne furent pas des applaudissements polis, ce fut la commotion, une inhalation collective qui aspira l'air de la salle. Les têtes se tournèrent, les yeux se fixèrent sur Nicolas. Il resta là, paralysé, la main agrippant toujours le bras de Manon avec une telle force qu'elle en frémit. Nicolas, chuchota Manon d'une voix tremblante. Qu'est-ce qu'elle dit? Continua Valérie d'une voix qui coupait le bruit comme un couteau. Nous avons découvert que la direction actuelle de Sterling Capital manque de la vision nécessaire pour l'avenir. En tant que principal créancier, nous exerçons notre droit de restructurer le conseil d'administration avec effet immédiat. Elle fit une pause pour les faits. Nous gelons tous les actifs de Sterling Capital dans l'attente d'un audit judiciaire. Gelons. Le mot resta suspendu dans l'air. Il pensait que le divorce m'avait laissé sans rien, dit Valérie. Et cette fois, elle brisa le 4e mur sans regarder la foule, mais directement l'objectif de la caméra qui retransmettait l'événement en direct. Mais il a oublié que lorsqu'on vous dépouille de tout, ce qui reste, c'est la vérité. Et la vérité est que je n'ai jamais été un fardeau, Nicolas. J'étais l'architecte. Elle s'éloigna du micro. Pendant 3 secondes, il y eut un silence absolu. Le genre de silence qui se produit après un accident de voiture, avant que ne commencent les cris et le chaos. Les journalistes commencèrent à hurler des questions. Les flashs se déclenchèrent comme des lumières stroboscopiques, aveuglant Nicolas. Monsieur Sterling, est-ce vrai? Sterling Capital est insolvable? Monsieur Sterling, un commentaire sur l'OPA hostile de votre ex-femme? Nicolas recula en titubant. Il avait la nausée. Il se tourna pour fuir les lumières, mais la foule était devenue un mur. Les mêmes personnes qui lui avaient serré la main 10 minutes plus tôt reculaient maintenant, créant un périmètre d'isolement autour de lui. Il était toxique. Manon le regarda. Elle regarda les journalistes, puis regarda Valérie debout sur scène comme une déesse de la vengeance. Manon fit le calcul. Elle était jeune, mais pas stupide. Elle dégagea son bras de l'étreinte de Nicolas. Manon, supplia Nicolas en essayant de la retenir. Nous devons partir maintenant. Non, dit Manon d'une voix suffisamment forte pour que les journalistes proches l'entendent. Je crois que tu dois partir, Nicolas. Je n'ai rien à voir avec cette fraude. Elle s'éloigna de lui, se dissolvant dans la foule et le laissant complètement seul au centre des projecteurs. Nicolas regarda la scène une dernière fois. Valérie l'observait. Elle lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible. C'était le même geste qu'elle faisait autrefois quand il ne trouvait pas ses clés le matin. Un geste qui disait « Je m'en suis occupé ». Elle se détourna et quitta la scène, laissant Nicolas Sterling debout parmi les décombres de la vie qu'il croyait lui appartenir, tandis que la salle autour de lui s'embrasait avec la nouvelle de son nom. Le soleil du matin sur Paris ne semblait plus être une opportunité pour Nicolas Sterling. Il ressemblait à une lampe d'interrogatoire crue exposant chaque fissure de sa vie. Moins de 12 heures après le gala, le gel que Valérie avait promis s'était produit avec une vitesse terrifiante. Nicolas se tenait dans le hall de la Tour First, l'endroit qu'il avait construit, l'endroit qui portait son nom en lettres chromées au-dessus de la réception. Il ne pouvait pas passer les portiques. Son badge clignotait en rouge. Accès refusé. Léo, cria Nicolas en voyant son assistant courir à travers le hall avec un carton d'objets personnels. Léo, demande à la sécurité d'arranger ce badge. Léo s'arrêta.
Il regarda Nicolas puis les deux gardes de sécurité qui se trouvaient menaçants près des ascenseurs. Léo ne semblait plus nerveux, il semblait soulagé. « Je ne peux pas, monsieur Sterling, » dit Léo en serrant son carton. Le nouveau conseil d'administration a émis une directive à 6 heures du matin. L'accès de tous les anciens cadres est révoqué jusqu'à ce que l'audit soit terminé. Ils viennent de me virer. Eh bien, les actionnaires vous poursuivent. Le nouveau conseil d'administration. Chuchota Nicolas. Aletheia Venture, dit Léo. Ils sont maintenant propriétaires de l'étage. Il sortit par les portes tournantes sans se retourner. Nicolas regarda son téléphone. Il avait 17 appels manqués de Manon. Tous étaient des messages demandant le loyer de l'appartement. Il essaya d'ouvrir son application bancaire, mais le compte était bloqué. Il essaya d'utiliser ses cartes de crédit, mais elles furent refusées. Il était là, debout avec un smoking à 5 000 € dans lequel il avait dormi, un téléphone sans batterie et un portefeuille plein de plastique inutile. Une moto de coursier s'arrêta sur le trottoir. Un messager casqué entra dans le hall et jeta un coup d'œil à la salle. « Nicolas Sterling » cria le messager. Nicolas fit un pas en avant, une étincelle d'espoir s'allumant en lui. Peut-être était-ce un avocat, peut-être était-ce une bouée de sauvetage. « Signé ici », dit le messager en lui remettant une épaisse enveloppe Kraft. Nicolas griffonna sa signature d'une main tremblante. Il ouvrit l'enveloppe là, dans le hall, sous le regard perçant des gardes de sécurité. À l'intérieur, il y avait un jeu de clés, de vieilles clés en laiton, et un acte de propriété. C'était l'acte de la propriété du Morvan, la cabane au toit percé, la masure inhabitable dont il s'était moqué. Attaché à l'acte, il y avait une note manuscrite sur du papier à en-tête d'Aletheia. Nicolas, en tant qu'actionnaire majoritaire de Sterling Capital, j'ai liquidé tes actifs personnels pour couvrir les dettes de l'entreprise. Le Penthouse, la villa de Deauville et les voitures ont été saisies par la banque. Cependant, selon notre accord de divorce, je vais respecter le partage des biens. Tu as insisté pour que les biens sans valeur soient jetés. J'ai décidé de t'offrir la propriété du Morvan. Elle est entièrement payée. Elle a du charme. J'ai laissé un billet de train pour la gare la plus proche dans l'enveloppe. Il part de la gare de Bercy à midi. PS. J'ai réparé le toit. De rien. Valérie Bennett. Nicolas fixa les clés. Leur poids semblait lourd dans la paume de sa main. L'ironie était un coup physique. Le seul toit qui lui restait au-dessus de la tête était celui qu'elle avait réparé. Le seul bien qu'il possédait était celui qu'il avait essayé de jeter. Il regarda par la fenêtre. Il commençait à pleuvoir. Dans le bureau du dernier étage d'Aletheia Venture, dans les beaux quartiers, Valérie Bennett se tenait près de la fenêtre. Elle ne regardait pas la pluie. Elle regardait le bandeau défilant sur son écran. Les actions d'Omnicorp avaient grimpé de 15%. La transition est terminée, mademoiselle Bennett, dit Jean en posant une tasse de thé sur son bureau. La sécurité confirme que monsieur Sterling a quitté les lieux. La presse l'appelle l'Icare de la bourse. Valérie s'éloigna de la fenêtre. Elle ne ressentit pas de vague de joie malicieuse. Elle ne ressentit pas le besoin de rire ni de célébrer. Elle se sentit juste propre. Les comptes étaient équilibrés. La dette était payée. Laisse la presse parler, dit Valérie en prenant son thé. Nous avons du travail à faire. La division logistique a besoin d'une révision complète et je veux créer ce fonds de bourse pour les femmes dans la finance avant lundi. Bien sûr, madame, dit Jean. Il s'arrêta à la porte. Si je peux me permettre la question. Avez-vous vraiment réparé le toit? Valérie sourit. C'était le sourire d'une femme qui avait traversé le feu et en était sortie avec la torche à la main. Oui, Jean, dit-elle doucement. Tout le monde mérite un abri, même les gens qui essaient de démolir le vôtre. De plus, j'avais besoin qu'il sache que même ma charité est meilleure que son plus beau jour. Jean rit doucement et ferma la porte. Valérie s'assit au bout de l'immense table en chêne. Elle ouvrit un nouveau carnet, écrivit son nom en haut de la page, Valérie Bennett. Elle n'était plus l'ex-femme. Elle était la tempête qui avait purifié l'air. Et tandis qu'elle regardait la page blanche, elle sut que ce n'était pas la fin de son histoire. C'était seulement le premier chapitre.
Et c'est ainsi que Nicolas Sterling a pris la leçon la plus dure de sa vie. Il pensait que dépouiller Valérie de son titre et de son argent la laisserait sans rien. Il avait oublié qu'un titre n'est qu'un mot et que l'argent n'est que du papier. La véritable valeur résidait dans la femme elle-même, dans son intelligence, sa résilience et sa patience. Nicolas a poursuivi l'apparence du pouvoir et a fini avec un jeu de clés d'une cabane en ruine. Valérie a poursuivi la vérité et a fini par posséder l'horizon. Cela nous sert à tous de puissants rappels. Faites attention à qui vous sous-estimez. La personne qui vous ouvre la porte aujourd'hui pourrait être celle qui achètera l'immeuble demain. Et ne prenez jamais, au grand jamais, le silence pour de la faiblesse. Parfois, le silence est juste le bruit de quelqu'un qui charge son canon.